bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète par Ohana. En parlant d'Ohana, nous avons le fondateur de la marque qui est le co-animateur de ce podcast, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de cette semaine, Michel Musso, l'un des précurseurs de l'ultracyclisme en France. Salut Michel. Salut à tous les deux. Michel, hier on a fait une rapide présentation de toi. Moi je voulais revenir sur ton premier record. Tu nous as dit que tu avais commencé le sport vraiment par la course à pied, que tu avais découvert le vélo sur le tard, vers 16 ans à peu près, et puis que à 20 ans, un petit peu par hasard, il y avait de la lumière, t'es passé, t'es rentré, t'as fait un record sur 24 heures. Non, plus sérieusement, tu as accompagné un copain qui devait faire ce record, mais qui s'est blessé quelques semaines avant, et puis vu que tu devais faire son lièvre, entre guillemets, tu as assumé le rôle de partir sur ce 24 heures, et qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour-là sur ce 24 heures? Donc c'était une compétition entre guillemets sur 24 heures et en fait je suis parti dès le départ et j'étais dans les temps du record de l'épreuve qui était de 649 km et en fait du coup j'ai fait tout seul devant et je suis arrivé à battre le record. Et j'avais 20 ans à l'époque. Attends, et pour recontextualiser du coup, Michel, on est sur un parcours. Donc ça se passe comment? T'es où? Alors, il y avait un parcours de 6 km 4 à réaliser. On tournait en rond, en fait, avec une base de vie située à un endroit sur la place du gros village. Et il y avait une kermesse, toutes ces choses-là. Donc, il y avait vraiment un point de vue. Et le circuit était fermé du côté droit, en fait, pour qu'on puisse être en sécurité. Et on était à peu près 200 au départ. Donc, il y a un peu de tout sur ce genre de discipline. Il y a aussi des gens qui ne feront pas 24 heures, qui se lancent sur 24 heures, mais qui dorment la nuit, toutes ces choses-là. En gros, il y a une quinzaine de participants qui font vraiment les 24 heures sans s'arrêter. Et c'était un circuit assez vallonné, donc et je suis arrivé avec 40 km d'avance sur le second. On en a déjà parlé en off, t'es pas arrivé que avec 40 km d'avance sur le second. Le record précédent était à combien et toi, t'as roulé combien? En fait, je l'ai pas trop explosé parce que j'étais en avance sur le record à peu près 1 heure avant la fin. J'étais dans les temps du record. Et quelqu'un de l'organisation m'a un peu expliqué c'était l'époque de Bouka également en saut à la perche, qu'il fallait pas trop l'exploser si je voulais revenir comme j'étais très jeune les années d'après pour pouvoir le battre. Donc la dernière heure, j'ai pris le temps de m'arrêter, de remettre un cuissard propre, de remettre un maillot propre, de me poser et de finir tranquillement la dernière heure pour envisager les années d'après. Mais ça, je l'avais pas du tout anticipé parce que j'avais pas réfléchi avant. Donc il fallait pas exploser le record pour pouvoir le battre effectivement les années d'après. Et donc à ce moment-là, toi tu savais que tu avais à peu près 40 km d'avance, mais un peu plus du coup sur le deuxième? Exactement, donc je pouvais totalement gérer la dernière heure tranquillement. Donc je l'ai fait tranquillement. Et c'est 40 km d'avance, ça représente 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas à combien tu roulais, mais à peu près 1 heure et demie. C'est ça. Voilà. Tu roulais juste plus vite pendant 24 heures ou bien est-ce que t'as fait moins de pauses ou un peu des deux? En fait, j'avais calculé que l'idéal était de faire à peu près presque 4 tours par heure. Donc je me fixais en fait quand on fait du long, on se fixe des petits objectifs. Donc en fait, je me fixais chaque heure et tous les 3-4 heures, je me posais pour changer de maillot, faire une petite pause très rapide, mais faire attention au cuissard, des choses où on peut se blesser rapidement en fait. Donc du coup, je me fixais des petits objectifs, mais j'avais pas envisagé non plus un tableau de marche ni rien du tout sur cette épreuve-là, parce que c'était ma première grande épreuve. Alors, 4 tours de 6 km 300 en 1 heure, ça veut dire que tu faisais pas loin de 25 km/h de moyenne. Minimum, je m'étais fixé ça. J'ai le record, je l'ai placé à 29 de moyenne, voilà, sur l'épreuve, mais j'étais parti sur qu'il fallait absolument pas descendre en dessous des 4 tours dans l'heure pour pouvoir tourner, c'est un peu la base que je me fixais. Ça faisait 15 minutes au tour, quoi. Et à l'époque, j'imagine, est-ce que t'avais déjà un compteur kilométrique ou à fil? À l'époque, oui. C'était pas en 1930 non plus, hein, Olivier.
Oui, compteur à fil normal, mais je m'étais fixé en fait ça 4 tours dans l'heure. Ça fait 15 minutes au tour et il fallait absolument que je descende pas en dessous, quoi. Donc j'étais souvent à l'entour plutôt de 13 minutes au tour. Ouais, d'accord. Mais ça reste un compteur très basique, quoi. Je comprends qu'il y avait des compteurs à l'époque, mais faut quand même recontextualiser un petit peu. Enfin, c'est pas les Garmin d'aujourd'hui, donc t'avais probablement l'heure et la distance, et donc du coup probablement la vitesse. L'heure, distance totale et instantanée. C'est ça. Voilà. Mais après, t'as pas ta puissance, t'as pas ton rythme cardiaque, enfin t'as rien du tout. Donc au-delà, tu dois vraiment gérer en fonction de la vitesse et. Ok, d'accord. Les cardio à l'époque étaient gros carrés, c'était Pulse Monitor. C'était des gros carrés qu'on avait sur le devant, mais le jour-là, je sais même pas si je l'ai fait au compteur et à la sensation en fait. Pour une première. Ouais. À la sensation, en fait, ça a été la découverte totale. Rappelle-nous l'année de ton record, justement, qu'on recontextualise bien. Donc là, l'épreuve que j'ai remportée, c'était en 92. 92, ok. Donc Olivier, toi, t'étais pas allé. Si, quand même. Moi, j'avais déjà quelques années. quand même, Herman, s'il te plaît. Et c'est vrai qu'effectivement, c'était, j'avais juste 20 ans, je suis de 72, donc du coup, gagner une épreuve de 24 heures à 20 ans, c'était quelque chose de particulier. Ça a étonné énormément de monde. Parce que du coup, tous les autres qui sont arrivés après toi, ils étaient tous plus âgés? C'était des trentenaires de l'époque. Donc du coup, c'était plutôt des gens qui avaient fait une carrière de cycliste et qui, en fin de carrière, faisaient du long. D'ailleurs, le copain que je devais remplacer, il avait une trentaine d'années, que je devais aider à la base. Donc ça a été. Comment ça a été accueilli du coup par les autres coureurs de se faire battre à plat de couture par un petit jeune de 20 ans? Bien, très très bien. Et puis du coup, même l'ancien recordman que j'ai revu, parce que j'ai refait une compétition normale le dimanche d'après, parce que comme je disais, je faisais des compétitions traditionnelles. Et on s'est retrouvés dans le même peloton. Ça a été le premier à me féliciter d'avoir battu son record. Donc il y a pas eu de problème, quoi. Mais le dimanche d'après, j'étais dans une échappée sur une course normale, quoi. J'ai repris l'entraînement le surlendemain normalement pour faire de la compétition. Michel, l'insatiable. Et justement, en termes d'insatiabilité, il me semble que tu n'en es pas resté à ce fait d'armes, à ce premier 24 heures que tu as gagné et dont tu as, on pourrait dire presque explosé le record, mais comme tu l'as dit, tu as opté pour la stratégie d'y aller doucement, de pas trop dépasser le record pour pouvoir revenir les années suivantes. Donc après ce premier 24 heures, ce premier record, quels ont été tes autres faits d'armes et puis où est-ce que tu t'es éclaté? Donc en fait, sur la fin d'année, c'est toujours un peu là qu'on fait le bilan. Vers le mois de fin septembre, début octobre, on commence à réfléchir à la saison d'après. Et en fait, un journaliste local, cycliste, qui me suivait sur les épreuves, me disait « Mais tu sais qu'il existe un record du monde des 24 heures et je suis persuadé qu'avec un entraînement construit et tout, tu pourrais y accéder. » Donc l'idée a été en 93 de tenter le record du monde des 24 heures. Et donc là, pas sur une compétition, mais de le mettre en place totalement. Et alors, comment ça se met en place ce type de record du monde? Parce que là, on est sur un circuit ouvert, sur un circuit fermé, sur un circuit de voiture, de moto. Comment ça se passe? Alors en fait, la problématique, c'était de trouver déjà un circuit plat, de pas mettre des bosses à l'intérieur. On a évité les circuits ouverts à la circulation parce qu'il faut mettre des signaleurs à chaque carrefour, c'est problématique pendant 24 heures. En ville également, on peut pas couper des rues totalement pendant 24 heures. Donc en fait, on a trouvé un terrain militaire où ils faisaient passer les permis de conduire. Donc tout plat et assez large parce qu'ils mettaient les permis camions dessus, toutes ces choses-là. Donc on a fait ça en collaboration et du coup, c'était un terrain militaire, donc c'était fermé. Il n'y avait pas besoin de signaleurs à chaque carrefour, toutes ces choses-là. Donc, on s'est retrouvé à faire ça dans un complexe militaire, dans le cadre d'une journée porte ouverte d'un régiment. Ça leur faisait une activité en plus pour la fête du régiment, en fait, qui se déroulait le week-end-là. Et moi, ça m'a amené du monde le samedi soir, toutes ces choses-là. Donc, on a fait ça fin juin également aussi. On a choisi on a essayé de trouver les nuits les plus courtes. Après, il faut monter tout l'alentour, c'est-à-dire que là, il y a un suivi médical entre guillemets, trouver des partenaires. Donc là, je suis parti dans une autre recherche. Tu te lances là-dedans. Quel en est le résultat? Et puis, d'un point de vue organisation, justement, comment est-ce que tu as réussi à mettre tout ça en place? Parce qu'on le rappelle, c'était 93, donc on n'avait pas les mêmes moyens techniques qu'actuellement. Donc, on a commencé à rechercher des partenaires. Donc, à l'époque, la recherche de partenaires, elle se faisait avec des dossiers photocopiés. Il n'y avait pas Internet, toutes ces choses-là. On envoyait par courrier des dossiers dans les entreprises.
Je travaillais dans une école des sports comme éducateur sportif, donc en fait tous les collègues, toutes ces choses-là, ça a été le dernier mois m'ont donné un coup de main. C'est plutôt eux qui ont géré le dernier truc. Après, il y a toute l'organisation au niveau, ce que je dis suivi médical. Donc j'ai été en contact avec l'université des sports de Dijon, qui m'ont suivi au niveau des cycles de sommeil, notamment toutes ces choses-là. Ça a permis un peu d'étudier mon comportement sur 24 heures. Et puis il y a également donc trouver toute l'équipe de logistique, kiné, la personne qui va conduire la voiture à l'arrière. Il y a toute une équipe derrière, un pôle de personnes à trouver. Et pour en revenir justement à ce record, quel en est-il ? Est-ce que tu l'as atteint ? Est-ce que tu l'as dépassé ? Comment ça s'est passé ? Non. Donc en fait, j'ai eu des tendinites. Bon, il n'y a pas que ça. Je pense que je suis peut-être parti un peu vite, toutes ces choses-là. Donc j'ai battu le record d'Europe des 24 heures. Voilà, et je l'ai placé à 670 km, à 670 à l'époque. Mais j'ai fait les 4 dernières heures. J'avais des tendinites aux 2 jambes. Donc j'ai terminé comme j'ai pu entre guillemets, mais il fallait terminer absolument. Comme j'étais plus dans les temps du record, avec les tendinites, c'est quasiment impossible. Parce que à l'époque, le record du monde était placé à quelle hauteur ? C'était Rick Kent, un Américain qui a gagné la Race Across America, qui était à 730 km. Ah oui, donc une belle différence entre les Européens et les Américains quand même. Oui. Donc c'était la première fois qu'un Européen s'attaquait à ce type de record. Kent était très connu dans le milieu. Il a gagné, je crois, 2 fois la Race Across America. Dans les années 90, il était le leader mondial de l'ultra endurance. Fin des années 80, début des années 90. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui sur Facebook, c'est marrant. Et pour revenir sur tes tendinites, c'était quoi comme type de tendinite ? Je pense que j'ai commencé à avoir une petite blessure axiale et en fait, j'ai commencé à écarter d'un côté ma jambe, donc mon genou à chaque coup de pédale pour pouvoir me soulager et donc du coup multiplié par un certain nombre de tours de pédale. Ce qui fait que ça a créé des tensions au niveau des tendons et des ligaments à l'arrière, quoi. Ce qui ne serait pas arrivé avec un cuissard Oana, hein, Michel ? Peut-être, mais à l'époque, ça n'existait pas. Bon, mais si tu veux remettre le couvert, on en reparlera. Oui, chez les Masters 3-4. Non, je plaisante. Bon, là, le record du monde, il doit être plus bas quand même chez les Masters, non ? Oui, je sais même pas si il y a dans cette discipline maintenant. Mais aujourd'hui, il est très haut. Il est à plus de 900 km. Voilà. Mais la plupart des personnes qui s'y attaquent sont quasiment Masters quand même aujourd'hui. Si on regarde les catégories d'âge. L'expérience et la sagesse, c'est ça ? Oui, et puis je pense que le long, on n'y accède pas normalement très jeune. Naturellement, on n'y va pas très jeune. On est plutôt, quand on est plus jeune, sur des compétitions traditionnelles, que ce soit en triathlon ou en cyclisme. Au pire, on va sur de l'Ironman ou après on se retrouve sur des courses de 200 km comme au Tour de France. Mais naturellement, on se destine pas d'entrée de jeu à 18 ans à se dire je file vers de l'ultra. Naturellement. En compétition, les jeunes qu'on voit aujourd'hui beaucoup sur l'ultra ou en bikepacking, c'est des jeunes qui sont pas issus du monde de la compétition, qui vont sur du long directement. Mais en compétition, on n'y va pas directement. Comme tu dis, c'est normalement, traditionnellement, pas pour un Michel Musso comme toi qui à 20 ans s'est lancé à corps perdu dans la compétition, donc plutôt court, et dans l'ultracyclisme. C'était particulier comparé à maintenant, entre guillemets, où les gens sont très spécialisés. Quelqu'un qui fait de l'ultra... Après, il y a 2 mondes dans l'ultracyclisme aujourd'hui, ce qui n'existait pas à mon époque. L'ultra, il y avait l'ultra avec assistance et l'ultra traditionnel bikepacking, c'était plutôt un monde de randonneurs à l'époque. Les Zodax, les randonneurs, les brevets des randonneurs mondiaux, 600 km Paris-Brest-Paris. Je parle des grandes épreuves longues, mais la discipline bikepacking, entre guillemets, avec comme la transcontinentale ou la Race Across Belgium, avec sacoche, entre guillemets, avec bagage, ça n'existait pas. Il y avait le côté randonneur ultra, mais il n'y avait pas ce côté là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui encore, si on regarde le monde du bikepacking, énormément de gens viennent du monde de la randonnée ou n'ont jamais fait de compétition. Comparé avec assistance, c'est quasiment tous des anciens coureurs. Oui, il y a un côté plus aventure versus performance. Et d'ailleurs, c'est 2 mondes qui se connaissent pas énormément. Les champions d'un côté, les personnes référentes ne sont pas connues de l'autre côté. Et quand on parle à quelqu'un qui fait du bikepacking, des personnes qui, par exemple, la Race Across America, le classement, on est incapable de sortir les premiers. C'est 2 mondes qui se côtoient pas énormément. C'est pas tout à fait le même monde. Donc ça, c'était ta 2e tentative de record, enfin ta première tentative officielle, puisque la première, a priori, t'étais pas parti pour ça. Qu'est-ce qui s'en est suivi dans les années après ? Est-ce que tu as continué à opérer, à exceller dans l'ultra, ou tu es retourné à la compétition ? En fait, j'ai toujours fait les 2 pendant toute ma carrière cycliste, en fait. Donc tous les dimanches, il y avait des courses traditionnelles, et puis plus que ça, je courais en gros 60 jours de course dans l'année.
traditionnels, donc sans compter les ultras. Donc en gros, ça fait 1 à 2 courses tous les week-ends. Et donc je me suis spécifié un peu en 94 pour je me suis préparé en fait pour aller faire la Race Across America. J'étais remplaçant dans une équipe de France qui partait faire la Race Across America. J'étais le plus jeune, donc du coup j'ai pas été jusqu'à la suite finale entre guillemets. Ils ont fait 8e, c'était par équipe de 4. Et en 95, j'ai tenté le record des 48 heures sur home trainer. En fait, on a commencé à se préparer énormément sur home trainer l'hiver. Et il commençait à y avoir des records sur home trainer et c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Il n'y a pas les routes à trouver, voilà, il y a pas les impératifs à côté. Donc c'est beaucoup plus simple à mettre en place. C'est pour ça que les hivers, à cette époque-là, on préparait énormément de records sur 24 heures. C'est un peu l'origine du Swift et tout ce qu'on trouve aujourd'hui aujourd'hui connecté, toutes ces choses-là, mais à l'époque c'était pas du tout ça. Bon, à l'époque c'était quand même un peu connecté, il y avait les télés qui venaient vous voir, non? Oui. Donc en fait c'était à la marque c'était Kata et CS 1000 qui avait les records étaient homologués sur un certain type d'home trainer parce qu'il y en avait à rouleau encore. Et puis après on était quand même connectés, mais par exemple aux 48 heures j'avais un magnétoscope devant moi avec une petite télé. On avait des Walkman à cassette ou à CD, voilà, on essayait de se mettre de la musique, c'était totalement différent d'aujourd'hui. Et tu as ponctué tout ça par le Tour de France. En 96, donc il y a eu le premier Tour de France non-stop qui était organisé et donc j'ai participé en 96. Donc c'est un peu la suite, j'ai fait en 95 le 48 heures, c'était un peu une évolution petit à petit sur l'ultra long, passer de 24 heures à plus long quoi. Donc c'est un peu une évolution au fur et à mesure. J'ai gagné aussi une fois les 1000 miles du Fontanil par équipe. Donc c'est une épreuve qui faisait 1000 miles et on tournait sur un miles, donc il y avait 1000 tours de parcours à faire. Donc petit à petit on a été sur du plus long. Toujours dans la recherche d'aller un peu plus loin dans l'ultra. Bon, écoute, je te propose qu'on parle demain justement de ton Tour de France, qui n'est pas le Tour tel qu'on le connaît actuellement et qui est en train de se dérouler, mais justement le Tour de France que vous avez mis en place avec quelques amis. Et puis on finira vendredi notre épopée sur ta vie de cycliste et sur l'organisation dans laquelle tu te lances cette année. Merci. Super, merci, à demain. Yes, à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.